concernant nos richesses naturelles. Alors, c'est certain qu'au niveau de l'équipe, on va s'assurer d'avoir le plus de retombées économiques concernant l'exploitation de nos ressources naturelles. On a en place, on a toutes les infrastructures, les entreprises, les firmes professionnelles pour assurer suffisamment d'emplois pour nos gens et faire de la création d'emplois régionalement. Alors, c'est un engagement au niveau du parti et au niveau de l'équipe régionale. On va s'assurer pour que toute extraction, toute exploitation ait le plus de retombées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Également, un autre engagement, c'est concernant l'autoroute Allemand-Labbé. Vous avez vu, ça fait plusieurs années que le... 9 années. Ça a précis, hein? 9 années. Je les compte, une à une. Au niveau de l'autoroute Allemand-Labbé. Les 9, alors là, je pense que c'est long. Alors, nous, c'est un engagement certain parce que ça ne se rend pas encore à la baie. C'est dans mon comté. Et ça ne se rend pas non plus à Allemand, mais en tout cas, on fait l'engagement qu'on va réaliser l'autoroute Allemand-Labbé. On va finaliser ce dossier pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je crois que concernant les autres engagements, je vais laisser mes collègues. C'est Denis. Oui, vas-y, Denis. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici ce matin. Au niveau des ressources naturelles, il y a la nécessité d'une réforme en profondeur en ce qui regarde les redevances sur les ressources naturelles. Bon, vous vous rappelez de l'époque de Duplessis, en tout cas, ceux qui n'étaient pas là, vous avez dû en entendre parler. On parlait du scandale du fer à 1 cent la tonne. Eh bien, maintenant, avec le gouvernement de M. Charest, c'est 0 cent la tonne dans certains cas. Et on ne peut pas accepter ça. Il y a une entreprise en 2010 au nord du Québec qui a parti avec 6 milliards de livres de fer. Il n'a pas payé un sou de redevance sans aucune transformation. Je ne pense pas qu'on a gagné quelque chose là-dedans. On a besoin d'avoir des redevances qui vont faire en sorte qu'il y ait une redevance sur le brut, une redevance sur les surprofits. Actuellement, présentement, c'est plus coûteux en redevance sur une ressource comme le bois, qui est renouvelable, que sur les ressources minières, qui sont non renouvelables. Nous, on pense qu'on doit changer ça pour le bien de l'ensemble des Québécois et des Québécoises, et principalement des régions. Et ce qu'on pense aussi au niveau des redevances, c'est qu'une partie des redevances doivent demeurer en région pour pouvoir aider à la diversification économique. Également aussi, nous, on propose d'adopter une charte du bois qui va favoriser notamment l'utilisation du bois dans la construction, surtout dans les bâtiments gouvernementaux, commerciaux et industriels. Vous vous rappelez qu'on avait déposé un projet de loi à cet effet-là, projet de loi qui était refusé par le gouvernement. Gouvernement qui, dans le fond, n'a pas la sensibilité à cette ressource-là, qui pourtant est un élément capital au Québec. Il faut se rappeler que le bois, c'est la seule industrie dans laquelle il y a des emplois dans toutes les régions du Québec, y compris Montréal. C'est plus de 100 000 emplois, c'est quelque chose de vraiment structurant. Et dans cet esprit-là, nous allons également mettre en place une stratégie de relance pour le milieu forestier afin que le bois, qui est une ressource qui est noble, écologique et renouvelable, devienne une source de fierté pour notre économie, tant au niveau régional que national. C'est un engagement formel. Il y aura toutes sortes de mesures qui vont être prises dans ce sens-là. Allons-y. À mon tour de vous saluer. Je vous rappelle que des journalistes régionaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean avaient soulevé l'enjeu de la protection de nos terres agricoles, mettre fin à la spéculation. Sous un gouvernement du Parti québécois, les terres agricoles vont appartenir aux agriculteurs et n'appartiendront pas à des banquiers. On veut mettre un frein à ceux et celles qui pensent que c'est sympathique de diversifier son portefeuille et de posséder des terres agricoles. Pour nous, les terres agricoles doivent servir à des fins agricoles et doivent servir aussi à des agriculteurs qui habitent le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'autoroute Allemand-Labbé, mon collègue Jean-Marie faisait référence au tronçon Labbé, bien évidemment, mais je vous rappelle que l'autoroute Allemand-Labbé se termine à Saint-Bruno. Alors, vous comprendrez, à l'ouest, évidemment. Merci, Sylvain. Vous comprendrez que l'autoroute Allemand-Labbé
va respecter son nom. Elle se terminera à Alma. Le tronçon a été identifié. Il ne reste plus maintenant que les autorisations gouvernementales. Alors pour nous, c'est une autoroute qui a vu jour sous un gouvernement du Parti québécois. Il semble bien qu'on verra aussi la fin sous un gouvernement du Parti québécois. Et enfin, je vous rappelle que plusieurs municipalités sur notre territoire n'ont toujours pas de téléphonie cellulaire, même Internet haute vitesse. C'est une aberration pour ceux qui habitent le Saguenay, qui prenaient l'autoroute 170 jusqu'à Chicoutimi. Vous avez le téléphone cellulaire. Pour ceux qui tournent à gauche vers le lac Saint-Jean, sur tout le tronçon de la 169, il n'y a aucune couverture. Il y a encore des accidents sur une base régulière, donc qui causent évidemment de l'insécurité. Puis c'est sans vous parler d'autres municipalités comme Saint-Ludger-de-Milo, mon collègue Denis Trottier, Lac-Bouchette et bien d'autres municipalités. Je sais par exemple, quand je vais à Saint-Ludger, il faut être entre telle épinette et telle autre épinette pour réussir à avoir accès à de la téléphonie cellulaire. Vous comprendrez, c'est une aberration en 2012 et c'est le genre de choses qui vont être corrigées. Sur ça, je cède la parole à mon collègue de Jean. Oui. Alors, merci Alexandre. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de se retrouver en équipe devant les médias parce que nous formons une compétente et une excellente équipe. Vous comprenez que moi, je veux particulièrement insister sur le fait que sous le gouvernement libéral, dans les dernières années, nous avons assisté malheureusement à la disparition dans notre région de plusieurs entreprises qui sont stratégiques, qui sont importantes, et sans tomber dans une liste exhaustive de mémoire, je veux juste vous parler par exemple de l'usine de pare-choc du côté de Chicoutimi, l'usine de panneaux MDF du côté de la baie. Chez nous, vous le savez, encore récemment, ça a été l'usine Novelis, et on s'aperçoit qu'avec le gouvernement libéral, on est toujours pris devant le fait accompli, on est toujours face au mur. On l'apprend par les médias en se levant le matin que telle usine va fermer. Et on a un gouvernement qui a baissé les bras sans aucune stratégie pour agir en amont. Alors nous, on prend l'engagement très ferme de pouvoir justement agir en amont en identifiant une liste d'entreprises, je dirais, stratégiques ou de secteurs névralgiques qui sont des joyaux de notre développement économique et qu'il faut absolument protéger au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Évidemment, ceci, ça peut se faire de différentes façons, en commençant ne serait-ce que par la simplification pour l'accès au programme pour nos entrepreneurs, via, entre autres, cette idée très intéressante qui a été lancée cette semaine au niveau national par notre chef avec la Banque de développement économique du Québec pour créer un guichet unique pour les entrepreneurs qui ont affaire avec les différents programmes gouvernementaux. Mais évidemment, il y a toute la stratégie autour des aides fiscales, crédits d'impôt et même des prises de participation éventuelles dans des entreprises qu'on pourra vraiment qualifier de stratégiques et d'importantes dans des secteurs clés et névralgiques pour l'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, il faut être capable de se donner une vision d'avenir pour assurer la diversification de notre économie. Tout à l'heure, Jean-Marie Denis également ont fait référence à l'importance de la transformation des richesses naturelles chez nous. Il faut être capable d'apprendre du passé. Si on est une région qui s'est construite sur nos richesses naturelles, il faut également être capable de les transformer, de s'assurer de la diversification de notre base économique. Et on pense que c'est en étant capable de travailler ou d'agir en amont qu'on va réaliser ce grand objectif. Alors, je passe la parole à Stéphane. Donc, vous voyez, la force de l'équipe du Parti québécois, c'est son équipe. Ça a été la démonstration qu'on a fait depuis des années maintenant. On travaille ensemble. On a des dossiers parfois où même on peut avoir pas exactement le même point de vue, mais on finit par trouver des points de consensus parce qu'on veut travailler ensemble. Et l'avenir de la région, elle passe par là, elle passe par le travail d'équipe, c'est ce qu'on veut démontrer. Et c'est ce qu'on a démontré dans le passé. On n'est pas seulement des individus, on est des gens qui ont mis en commun leurs aspirations pour le bien de la région. On n'est pas des localistes, on est des régionalistes. Puis ça, il faut le vivre à tous les jours. Vous avez vu nos engagements, là, ils sont comme le drapeau, c'est simple. Notre drapeau, là, il y a quelques couleurs, on les connaît, le vert sur la forêt. La relance de la région, elle passe par la forêt, c'est clair. Ça peut pas être plus simple que ça. Le gris, l'aluminium, oui, maintenant, l'aluminium, ça symbolise chez nous une entreprise, mais beaucoup plus que ça maintenant, la transformation, et ça symbolise aussi les équipementiers, des PME qui sont dans des domaines qui peuvent se faire valoir partout sur la planète. Alors, on ne peut pas réinventer ça, c'est clair pour nous. Évidemment, le jaune de l'agriculture,
quiconque ici parle de développement ne peut pas faire autrement que parler d'agriculture. On l'oublie trop rapidement. Et je mets au défi de me parler d'une seule mesure qui a aidé les agriculteurs dans la région dans les 5 dernières années. Une seule. Et évidemment, sa population fière. Et là-dessus, on va compter sur le capital humain, comme on l'a toujours vu. Comment, vous avez vu, c'est économique principalement. Économique, comment on développe à partir des PME. On le sait maintenant. La grande entreprise dit oui, il faut valoriser les investissements ici, s'assurer que les ententes qu'on a avec eux vont favoriser les gens de la région, la transformation ici. Mais il faut donner des moyens à nos PME. Et vous avez vu les différentes mesures. Une de ces mesures-là qui a été coupée par le gouvernement libéral, et c'est bien malheureux, c'est l'aide aux régions ressources, donc des crédits d'impôt. Et je mets au défi un seul candidat libéral ou des autres partis à me dire qu'ils sont en faveur de ces crédits d'impôt régions ressources. Nous nous sommes engagés à rétablir cette aide au secteur manufacturier ici dans la région. Nous sommes les seuls à travailler pour les PME. C'est des mesures concrètes qui vont favoriser les PME de notre région pour exporter partout sur la planète. Et vous le savez, dans une conjoncture où le dollar est très élevé, l'exportation est de plus en plus difficile. Donc, c'est des mesures concrètes qui vont aider les gens. Dernière chose que je voulais vous dire, c'était sur Hydro-Québec. Hydro-Québec a perdu son rôle dans la région de développeur. Tout ce qu'on entend parler d'Hydro-Québec, c'est des coupures. Alors, nous, on va remettre au pas Hydro-Québec. Il va y avoir des emplois dans la région. Ils ne pourront plus parler de coupures ici. S'il y a un ménage administratif à faire entre vous et moi, là, il n'est pas ici, il est à Montréal. Il y a peut-être trop de monde d'into, puis de passer sur le terrain, puis passer dans la région. Fait que nous, comme équipe, on s'engage à faire en sorte qu'Hydro-Québec soit mise au pas, puis qu'il y ait du développement ici dans la région, comme il se doit, comme c'était avant. Puis ça, pour le faire, on va le faire en équipe, on s'engage à le faire comme on l'a fait dans le passé. C'est en équipe qu'on a réalisé la vallée de l'aluminium. C'est en équipe qu'on a réalisé la route du parc. C'est en équipe qu'on a réalisé la route Alma-Labé. J'étais là à chacune de ces étapes-là. Les crédits d'impôt de la vallée de l'aluminium. C'est nous qui avons réalisé, le Parti québécois qui a réalisé les EC, les CLD, les mesures régionales. Et encore là, on aura une équipe pour faire en sorte que la voix de la région va être entendue et pas l'inverse. Pas la voix de Jean Charest et la voix du gouvernement. Merci. Commencer là-dedans, à appuyer fortement les étudiants. Est-ce que vous pensez qu'à quelque part, l'élection pourrait se jouer là? Parce qu'on sait que les jeunes votent moins en général. Est-ce que ça pourrait se jouer? Regardez, on a un conflit étudiant qui dure depuis 6 mois. C'est inacceptable, c'est inadmissible. On a un premier ministre qui, de façon cynique, a dit il y a à peine quelques semaines que ça allait être grotesque de penser qu'il peut déclencher une élection sur le conflit étudiant, puis il vient de dire le contraire en début de semaine, la semaine passée. J'ai même entendu une entrevue avec le candidat dans Tachereau, Clément Gignac, qui a dit que ça pouvait l'aider, le conflit étudiant. Alors, il faut bien comprendre une chose, là. La seule manière de régler la situation étudiante, le seul qui est capable de régler le conflit étudiant, c'est le Parti québécois. C'est un gouvernement du Parti québécois. Et depuis fort longtemps, notre proposition est très, très claire à cet égard. C'est dès qu'on est élu et qu'on forme un gouvernement, on abolit la hausse, on abolit l'ignoble loi 78 qui a mis de l'huile sur le feu. Et dans les 100 premiers jours d'un gouvernement du Parti québécois, troisièmement, on convoque un sommet. Ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui qui aurait dû être fait dès le départ. On convoque un sommet, comme on est habitué de le faire de façon traditionnelle au Québec, des grandes réunions de famille autour de la table de cuisine, là, où tout le monde va aborder la question des frais de scolarité, du financement des universités. Parce que c'est pas que la question des frais de scolarité, c'est l'ensemble de la question du financement des universités. Et il n'y aura pas une hausse plus forte que l'indexation au coût de la vie. Alors, si vous voulez une position claire, je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Puis, c'est comme ça qu'on va régler la question. Seulement un gouvernement du Parti québécois peut régler la question étudiante. Dans ce sens-là, vous avez un message pour les étudiants, parce que si les étudiants s'agitent, s'il y a des manifestations violentes, ça renforce la position du droit et l'ordre. Ben, écoutez, la meilleure chose, c'est d'aller voter. Et encore une fois, on a un gouvernement cynique qui a refusé nos propositions d'installer des bureaux de vote dans les institutions
les institutions scolaires, les institutions d'enseignement. On a toujours dénoncé la violence de notre côté. La meilleure façon de s'exprimer, c'est d'aller voter le 4 septembre pour régler la situation. En ce qui concerne les redevances sur les ressources naturelles, c'est-à-dire sur quelles ressources naturelles et selon quelles... On parle de l'électricité, on parle de l'eau, on parle de fer. Ce qui était annoncé par Mme Marois, c'est qu'elle allait avoir une redevance minimale sur le brut qu'on appelle, non pas une redevance uniquement sur les profits. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est que les entreprises qui déclarent qu'ils n'ont pas fait de profit ne payent rien. Comme je disais tout à l'heure, il y a une entreprise, la Consolidated Thompson, qui est partie en 2010 avec 6 milliards de livres de fer pour la Chine, sans aucune transformation. Et à ce moment-là, c'est que là, nous, on n'a rien retiré de ça en termes de redevance. Est-ce qu'il y a un pays qui peut accepter de donner ces ressources qui ne sont pas renouvelables? Ça, on ne peut pas accepter ça. Je pense que ça, c'est totalement inacceptable dans le monde dans lequel on vit. Nous autres, on va s'aligner sur ce qui se fait dans d'autres pays, par exemple comme l'Australie, dans lesquels il y a une redevance sur le brut. Ça veut dire que tu payes au moins un minimum, un peu comme dans le bois. Là. Écoutez, présentement, là, les compagnies forestières qui sont dans des difficultés importantes payent une redevance minimale qui est autour de 9 mètres du mètre cube, 9 $ du mètre cube, qu'ils fassent des profits ou pas, là. Ben moi, je pense que s'il y a une ressource, tu prends une ressource, parce que là, à l'heure actuelle, ça coûte moins cher d'acheter une ressource que de la louer. Les ressources renouvelables sont plus chères que les ressources non renouvelables. Ça ne marche pas. Fait que redevance sur le brut et également redevance sur ce qu'on appelle les surprofits. C'est qu'en haut de 8%, nous, on prendrait une partie des profits là-dessus pour faire en sorte que si ça va bien, si le prix des métaux est excellent, les compagnies font beaucoup d'argent, à ce moment-là, c'est que l'État en retire davantage. Si le prix est plus bas et que c'est plus difficile, ben là, c'est moins pire pour les entreprises. On va faire ce qu'on a toujours fait, c'est que quand ça va mal au niveau des entreprises, on essaie de les soutenir pour qu'ils restent en vie. Puis quand ça va bien, ben on essaie de récupérer une partie de ce qu'on leur a accordé dans le passé. Mais, M. Trottier, dans la région ici, la ressource là, qui nous intéresse principalement, c'est l'électricité. Les compagnies d'aluminium sont ici parce qu'il y a de l'électricité. Est-ce qu'il pourrait y avoir de nouvelles redevances sur ben la là, production électrique? Il faut être conscient qu'il y a des contrats qui ont été signés présentement pour 75 ans, 50 ans, renouvelable 25 ans. C'est difficile de dire qu'on va casser ces contrats-là. Je pense qu'on va d'abord établir un principe sur lequel toute utilisation de redevances toute utilisation de métaux, de minerais, de ressources naturelles doit amener une redevance. Ça, c'est le premier principe. Puis qu'en plus, si les gens font beaucoup d'argent, à ce moment-là, il y aura aussi une addition à tout ça. Je pense qu'à partir de là où on a établi ce principe-là, je pense qu'on va être en business. Pour le reste... Peut-être qu'on peut expliquer un élément. Là, quand on parle, évidemment, il y a redevances hydrauliques, principalement c'est hydraulique forestier. Il y a le bois hydraulique, évidemment, minier. Il faut s'assurer, effectivement, ce qui est pris dans le Nord, ça va être réparti au niveau régional. Donc, ça ne sera pas seulement une seule région, mais pour l'ensemble du territoire. Donc, nous, on est touchés. Ce qui va être perçu en termes de redevances par le Québec, c'est avantageux pour nous parce que ça va être redistribué sur le territoire. Et, donc, pour s'assurer qu'il y a des retombées partout, principalement. Il y a quand même une date importante, dossier Dolbeau PFR. M. Choquette, le porte-parole, disait qu'il est confiant de régler le dossier dans les prochaines semaines. Vous avez commencé à avoir hâte, j'imagine? Oui, c'est évident, d'autant plus que le gouvernement a annoncé à plusieurs reprises là, que c'était réglé, et finalement, on le voit, là, il n'y avait absolument rien de réglé. Ce matin, j'ai parlé avec le président de la compagnie, M. Richard Garneau, très tôt ce matin. Il m'a confirmé que les négociations avaient repris, qu'il est confiant et qu'il espère, qu'il souhaite que d'ici le 17 août, il y a une entente qui permette la réouverture de l'usine. Les gens en seraient très heureux, et je pense que l'ensemble du milieu en sera très heureux, et ce sera le fruit du travail de bien des gens, autant les travailleurs qui ont fait des concessions, autant l'entreprise qui a, on pourrait dire, repris confiance, et que, dans le fond, ce sera une œuvre collective, c'est réouvert. Puis il faut être conscient aussi que c'est tout à fait normal que le comté le plus forestier du Québec puisse transformer sa ressource. Ça, il faut qu'il y ait une logique là-dedans. Et je pense que comme on est le comté le plus forestier du Québec, c'est tout à fait normal que cette entreprise-là, qui est au cœur de la forêt, soit réouverte.
Peut-être pour M. Bédard, parce que dans le dossier de la CAQ cette semaine, il y a eu un peu de tout, là. Il y a eu un peu d'excitation et de dérapage par la suite qui s'est fait ramener par son chef. Est-ce que vous pensez qu'un individu peut faire une différence encore aujourd'hui en politique? Un seul individu pour un parti? Regardez, le problème de la corruption et de tout ce qu'on a vu au niveau de l'infiltration, même au niveau de la fonction publique, ce qu'on a vu au niveau des appels d'offres, c'est sûr que ça va prendre toute une équipe pour réaliser ça. Et nous, c'est pas improvisé, là. Ça fait des années qu'on pose des questions. Et on est les seuls à avoir... vous savez, il y a eu plein de lois, là, il y en a eu 5 d'ailleurs jusqu'à maintenant, puis que ça a donné les mêmes résultats. L'idée, c'est d'avoir une volonté claire avec des mesures concrètes. Et on est les seuls à le faire. Puis ça passe, vous l'avez vu, par une révision complète du système des appels d'offres. C'est ce qu'on s'est engagé. Jusqu'à des mesures aussi simples que, au niveau des finances publiques, de faire en sorte qu'on revoie le système, mais qu'on fasse en sorte que la commission d'enquête, d'ailleurs, nous donnera je vous dirais, les moyens particuliers où cibler nos actions. Mais un des ministères qui sera ciblé, ça sera sûrement le ministère des Transports, c'est clair, et sûrement des mesures concrètes aussi au niveau d'Hydro-Québec, c'est clair. Et monsieur, un seul candidat ne peut pas faire la différence, c'est clair. Je vais arrêter de dire c'est clair, hein, parce que ça va faire Un seul candidat ne fait pas un gouvernement. C'est un des défis qu'a à relever la région. C'est mieux qu'on verra. Pour le futur, c'est qu'on assiste encore à un exode de la population, d'une croissance démographique négative. Ouais. Est-ce qu'il y a des mesures qui... Ben voilà, vous avez vu, là, l'ensemble de la plateforme, elle est économique. Aujourd'hui. La semaine prochaine, nous dévoilerons d'autres aspects. Dans la région, évidemment, pour faire revenir le plus de gens possible, il faut créer des emplois. Et les emplois viennent d'où maintenant? C'est la PME. Comment aider la PME? C'est les crédits d'impôt qui ont été coupés par le Parti libéral. C'est le fonds de 50 millions. Il faut soutenir nos entrepreneurs, développer une culture entrepreneuriale et en leur donnant les moyens. C'est la seule façon. Et évidemment, en s'assurant que nos entreprises publiques ne participent pas à cette décroissance démographique de la région. Quand je vois Hydro-Québec couper ici, je me dis, bon Dieu, si un rôle à jouer, c'est au contraire de conserver les emplois ici. Donc, c'est un début de plateforme, je veux dire, une première partie de plateforme qu'on a dévoilée à saveur économique, justement pour contrer actuellement la perte démographique à partir de la création d'emplois. On a toutes les infrastructures pour répondre à de services et pour la création d'emplois, qu'on pense au port de Grand-Anse, qu'on pense à l'aéroport, qu'on pense à la fibre optique, qu'on pense à toutes les technologies qui sont disponibles. Puis je pense que en faisant le lien avec Hydro-Québec, il n'y a pas de raison maintenant qu'on coupe en région pour donner les services d'Hydro-Québec. Alors si on veut rationaliser, qu'on rationalise au centre. Merci beaucoup. Merci.